Bon, on a été coupé. Moi, je sais pas l'histoire de Facebook. Je sais pas. Est-ce qu'on a été coupé parce que la connexion était mauvaise ou alors c'est à cause d'un signalement? Je ne saurais le dire. Mais j'essaie de reprendre un autre, un autre direct en espérant que je pourrai aller jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est un peu la suite du premier direct. Parce que là on a été coupé. C'est vous qui saurez me dire. Bon, mettez peut-être des cœurs. Je ne sais pas si c'est ça le problème. Est-ce qu'il faut mettre beaucoup de cœurs pour qu'on ne soit pas coupés? Donc je disais que vous regardez objectivement la qualité de vie au Cameroun aujourd'hui. Le taux de chômage, le taux du travail informel, la qualité des soins prodigués au Cameroun, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont obligées d'aller se soigner au gazon et autres. Des gens qui vont voir les médecins de fortune dans les quartiers parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner dans les hôpitaux conventionnels. Les entreprises du Cameroun, combien d'entreprises restent de l'époque de M. Amadou Ahidjo en 1982? Combien d'entreprises ont fermé? Je vous prends juste l'exemple le plus emblématique, qui est la compagnie aérienne du Cameroun, Camer. En 1982, quand Amadou Ahidjo quitte le pouvoir, le Cameroun a une compagnie aérienne qui fait la fierté de ce pays. Une compagnie qui faisait la ligne Douala-Paris normalement. Douala, les capitales africaines, sans difficulté. Camer a même fait Douala-Londres. Camer est allé à Londres. Aujourd'hui, Camer n'existe pas. Aucune compagnie aérienne camerounaise ne va plus hors du Cameroun. Si vous voulez partir de Paris, qui est quand même la plateforme internationale par où tout le monde passe pour arriver au Cameroun, quand on vient de l'Europe et des Amériques, le Cameroun n'a plus une compagnie. Le Rwanda a une compagnie qui dessert beaucoup de pays et beaucoup de directions. Le Cameroun n'en a pas. Comment vous voulez prospérer si vous n'êtes pas capable d'assurer à la diaspora les moyens de venir aider au développement d'un pays? Est-ce que vous savez ce que la diaspora togolaise, par exemple, fait pour le Togo? Je vous dis ça parce que là, je suis au Togo, je vous parle du Togo, et j'ai pensé au Togo pour vous dire que ce que les diasporas font pour leur pays, surtout pour les pays sous-développés qui n'ont pas assez de moyens, ils ne peuvent se passer d'une source de revenus, tant financière que intellectuelle, aussi importante. Mais le Cameroun a coupé les ponts avec cette source-là, en n'ayant pas de compagnie aérienne. En instaurant ou alors en conservant cette fallacieuse notion d'interdiction de double nationalité, en sachant que tous ceux qui nous gouvernent ont tous des doubles nationalités. Un Camerounais ne peut plus arriver chez lui normalement, il faut qu'il prenne des visas qui coûtent aujourd'hui une fortune. Après avoir dépensé beaucoup d'argent pour donner aux Français de Air France ou alors aux Belges de SN Bruxelles. Comment vous voulez développer un pays? Et c'est M. Franck Biya qui va venir changer complètement de paradigme. Qui va dire, écoutez, stop à la médiocrité. Double nationalité, allez, autorisé. Kameko, c'est quoi le problème? C'est quoi, pourquoi on n'a pas une compagnie aérienne? Allez,
renflouer les caisses, machin, de tous ces gens qui ont volé de l'argent, qui sont dans qui sont en prison, mais leur argent n'est jamais plus en sécurité que maintenant. À l'image de mademoiselle, celui on dit qui fait le Njansan, qui s'est transformé en femme pour aller au Nigeria. Donc, allez, on change de cap. À la Kagame. C'est M. Franck Biya qui va venir dire ça. Si on passe sur le principe que son père sera encore en vie pendant beaucoup d'années, c'est tout le mal que je lui souhaite, mais qui va décider finalement de se reposer et d'aller donc au village et d'observer comment son fils est en train de l'insulter, en train de lui dire que tu étais un mauvais président, en changeant tout, en cassant les côtes. Chers Camerounais, réfléchissez un peu. Ce monsieur qui était sur STV là, je ne sais même pas où c'est simplement la famine qui le dérange. Pouvez-vous nous expliquer les silences de Franck Biya? Moi, je ne l'ai jamais entendu parler. Ce que je sais, c'est que il est solidaire de la politique de son père. Donc, les Franquis sont en train de nous expliquer que ce monsieur va venir et dire que mon père, c'était un nulard. Parce qu'il faut tout changer dans ce pays, il faut tout changer. Je vous ai montré une université africaine. University of Ghana. Une ville dans la ville. 13 km² de superficie. À l'intérieur, vous avez toutes les banques représentées au Togo sont à l'intérieur. Parce que c'est une ville dans la ville. Vous avez tout là-bas. Vous avez même une école primaire pour les enfants des enseignants. Vous avez tout un bâtiment pour la réparation de tous les objets informatiques. Vous êtes enseignant, vous avez un ordinateur privé, personnel à vous. Il est gâté, vous allez donner là-bas, vous repasse ça gratuitement. Vous êtes étudiant, vous avez un problème avec votre technologie. Vous allez là-bas, on vous repasse ça gratuitement. Je tiens à rappeler que M. Famendongo est allé prendre la chinoiserie, a dépensé beaucoup de milliards camerounais pour donner à des étudiants une bêtise d'ordinateur dont la durée de vie n'a pas excédé 1 an. Et quand ça se gâtait, les gens devaient se débrouiller à réparer ça. Je vous dis donc que dans un pays africain, le pays de Jerry Rawlings, ce président militaire, quand il arrive au pouvoir, où il a constaté que le Ghana, c'était comme le Cameroun d'aujourd'hui. Le Ghana, c'était comme le Cameroun d'aujourd'hui. Jerry Rawlings arrive au pouvoir, il a dit que la récréation est terminée. Celui qui vole, allez, au peloton de tir. On fusille. Jerry Rawlings a dit que la personne qui vole encore ici, là, ce n'est pas des histoires de que prison dorée, tout ça là, on finit avec toi. Les gens ont cru que son neveu même a cru que, bon, comme lui c'est le neveu et tout ça, il a été celui par qui l'exemple est venu. Le neveu de Jerry Rawlings. Et voilà qu'aujourd'hui, le Ghana, malgré des soubresauts, malgré des difficultés, malgré la dévaluation du cilice, la monnaie locale, avec la Covid et tout ça, malgré tout ça là, c'est un pays qui est debout. Et qui se traduit par une université qui est la 12e en Afrique, rang mondial. Dans le rang mondial, il y a donc le rang africain. 12e université d'Afrique, toutes régions confondues. Les premières universités étant occupées par les Sud-Africains. Et puis il y a aussi, je pense, une université peut-être d'Égypte et tout ça. Mais l'Université of Ghana est la 12e. Allez chercher le classement de la première université camerounaise.
Allez chercher. Je vous laisse, je vous fais ce devoir-là. N'allez pas chercher ça dans les sources bidons achetées par le recteur de Yaoundé ou de machin de la commandité. Non. Les sites sérieux, indépendants, allez chercher la place de la première université francophone et de la première université camerounaise. Et regardez donc où se situe l'université University of Ghana. Quand on veut bien gouverner, on commence par offrir à un peuple un niveau d'éducation suffisant pour avoir un bon discernement. Et je n'ai pas vu de discernement dans ce que ce monsieur des franquistes, un affamé, un mec qui vit dans les moustiques, un mec qui n'a pas de l'eau, qui peut rester une semaine sans eau, qui de toute façon, quelle que soit la belle voiture qu'il peut avoir, il roule dans des routes qui ressemblent à des cratères, comme si les bombes ukrainiennes sont tombées au Cameroun. Voilà un monsieur qui essaie de nous expliquer que quelqu'un qui aujourd'hui a une proximité idéologique, qui est en fusion émotionnelle avec le pouvoir, qui est pouvoir lui-même, qui est en symbiose avec, qui prend du champagne, du bon vin et tout ça là, avec son père de président et sa garde rapprochée. Que c'est lui qui va venir demain, tout casser, tout bousiller, dire que bon, écoutez, là, c'est terminé la récréation. Lui, il le dit parce qu'il est affamé. Mais, ce peuple-là, qui croit en ça, ou alors ce peuple qui est prêt à croire en ça, ce peuple qui était représenté sur le plateau du fauteuil rouge de STV, qui était représenté par la journaliste Oriane Duncan, qui émettait des réserves sérieuses. Ce peuple-là, je dis à ce peuple, faites attention, la prospective est sombre. La prospective, cette recherche des éléments vers un futur meilleur et qui se base sur des prévisions. La prévision, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Et le fils du président n'est pas neuf. Il est au pouvoir depuis longtemps. Et il n'est que grâce à ce pouvoir. Donc il est le produit de ce pouvoir. Il ne peut rien apporter à ce peuple. Déjà parce qu'il n'en a pas la compétence. C'est pas parce qu'on est beau qu'on peut être le président de la République. C'est pas parce qu'on est le fils d'un président qu'on peut être le président de la République. On fait ses classes, on fait ses preuves. On a un CV. Le Cameroun ne peut pas se permettre d'être toujours dans une passation de pouvoir très discutable. Très discutable. Aujourd'hui, Amadou Ahidjo, si on le réveille de sa tombe, on lui demande de refaire la même chose. 1 million de fois, il ne refait pas la même chose. Donc, je termine en vous disant ceci. Cette question-là, Franck Biya, en tant que Camerounais, n'a-t-il pas le droit de poser sa candidature? Excusez-moi de dire, je ne vais pas être insultant en le disant, mais je dis que cet argument-là, c'est uniquement un argument de nègre. Il n'y a que les nègres qui ont ce genre d'argument fallacieux. Il faut être un noir tel que le conçoivent ou le conçoivent les occidentaux, qui estiment que le noir n'est pas intelligent. Il faut être un noir pas intelligent
pour avoir ce genre d'argument? Et Franck Biya, en tant que Camerounais, n'a-t-il pas le droit? Un argument imbécile qui, dans 10 ans, quand il va plonger le Cameroun encore plus bas, l'argument là va être botté en touche. Que, oui, pourquoi on avait même pensé ça? A-t-il pas le droit? Non. Tout le monde n'a pas le droit d'être candidat à la présidence de la République. Je prends un exemple. Un repris de justice n'a pas le droit, non? Est-ce qu'un repris de justice a le droit d'être candidat? Quelqu'un qui n'a pas de mérite n'a pas de droit. Si on dit qu'il y a des critères, parce que tout le monde peut être candidat. Pour être candidat, selon le code électoral camerounais, que je ne maîtrise pas très bien, mais on va dire les conditions de l'ECAM, il faut être porté par un parti politique, quel qu'il soit, il faut ceci, il faut ça. Donc il y a des conditions, non? Dans un pays qui est à terre, l'une des conditions doit être avoir un certain niveau de mérite. Alors maintenant, regardez, sur quelle base Franck Biya a un certain niveau de mérite pour être candidat à la présidence d'un pays qui est à terre. Sur quelle base? Sur la simple base qu'il est Camerounais? Non. Si dans le Ben Skinner, tout le monde peut être candidat. Que tout le monde soit donc candidat. Non, il n'a pas ça. Il n'a aucun état de service. Il doit d'abord faire un inventaire de son passé. On nous dit beaucoup de choses sur le parcours de M. Franck Biya. On nous dit beaucoup de choses. Parmi lesquelles des choses qui ne sont pas jolies. Parce aux États-Unis, ci et là. Moi, je ne veux pas parler de ça parce que je n'ai pas des arguments pour parler de ça. Mais je dis qu'on nous dit beaucoup de choses. On nous parle du bois camerounais. On parle de ceci, on parle de cela. Ça, dans un pays sérieux, qui veut faire comme le Ghana de Jerry Rawlings, on doit avoir patte blanche. On doit avoir patte blanche pour être président de la République. Il ne s'agit pas seulement d'être le fils du président et utiliser les armoiries de la République, les moyens de la République pour se balader partout, pour faire son lobbying. Ce n'est pas sérieux. Et le Cameroun ne peut pas se permettre ça. On est à terre. Le Cameroun ne peut pas se permettre ça. Je suis désolé. Donc l'argument que même certains journalistes, il n'a pas comme président, il n'a pas le droit. Il a le droit de quoi? Moi aussi j'ai dans le droit. Que le président de la République me donne les moyens qu'il donne à son fils. Qu'il me donne ces moyens-là que je me balade partout pour qu'il fasse mon lobbying. Qui est le mouvement des bonistes financés. Qu'on me donne ces moyens. Et qu'on donne ces moyens à tous les Camerounais qui eux aussi veulent donc être président. Vous pensez que la présidence là, personne ne veut ça, hein? Arrêtez des conneries. Comme Camerounais, il n'a pas le droit. C'est l'argument des villageois. Tous les hommes naissent égaux. Vous pensez qu'il y a une égalité là entre ce monsieur-là et tous les autres Camerounais qui ont des arguments? J'estime que moi, Aimé Boni, je suis plus compétent pour diriger le Cameroun que M. Franck Biya. Pas parce que je suis médecin, docteur en médecine, cardiologue spécialiste, enseignant, professeur de médecine. Non. Mais parce que, sur le plan de la gestion des humains, des hommes, des groupes, j'ai déjà géré plus d'humains que lui. Je suis à la tête d'une organisation panafricaine. Et pas de gens... C'est qu'on ne peut pas être plus intellectuel qu'un médecin, qu'un spécialiste. Président de plusieurs associations, président d'un club de football, président de... Je fais beaucoup de choses. En quoi Franck Biya serait plus président que moi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Simplement parce qu'il est président fils du président? Laissez les arguments des nègres. Laissez les arguments des nègres. L'Afrique ne peut pas se permettre
certaines erreurs. Le Cameroun ne peut plus se permettre certaines erreurs. Laissez ça. Sauf si vous voulez continuer à voir prospérer des gens d'en haut, qui vont continuer à boire le champagne, les pétrus et tout ça là, pendant 40 ans encore, parce qu'on me dit qu'il a la cinquantaine. Et je pense qu'il est parti, je lui souhaite ça de vivre jusqu'à 100 ans. Vous n'allez même pas pouvoir voir les gens boire les pétrus parce que vous allez tous mourir avant. Dans la dynamique négative, régressive du Cameroun là, d'aujourd'hui, ce monsieur arrive au pouvoir, c'est la gadoue. C'est ça la perspective. Vous ne pouvez pas vous projeter vers un avenir meilleur avec des gens qui n'ont aucun argument, aucune capacité, aucune compétence pour vous amener vers ça. Ça n'existe pas. En science, ça n'existe pas. Que ce soit les sciences dures, que ce soit les sciences sociales, ce n'est pas possible. Donc soit vous êtes suicidaire et vous restez dans vos arguments villageois de qu'il n'a pas le droit de machin, truc et tout ça, ou vous êtes des gens sérieux, éveillés, et on se dit, on ne peut pas accepter ça. S'il veut avoir le droit, il fait d'abord un inventaire sur son passé. Et nous prouvons au quotidien qu'il est un Camerounais comme tous les autres. Qu'il soit même courageux de critiquer son père. Quand ça ne va pas, qu'il soit qui disent que bon, là vraiment, c'est pas bon, machin, truc, qui critique. S'il ne critique pas, ça veut dire qu'il accepte. Même monsieur qui accepte, vous le voulez au pouvoir pour continuer la même chose. On est normal au Cameroun. Sois mal élevé, espèce de villageois. N'importe quoi. Les gens viennent sortir des arguments de misère. Des arguments qui ont enfoncé le Cameroun dans un état de sous-développement très avancé. Et vous voulez continuer avec ça. Les gens vous mentent. Les gens ils vivent bien. Ils vivent avec des milliards. Vous n'avez même pas 5 francs. Mais vous continuez à croire à, je ne sais pas, au messianisme. Vraiment, vous me fatiguez. Je voulais faire juste un petit direct par rapport à ça. Voilà. Vous connaissez le cursus scolaire ou le parcours de Frambia, petit villageois de Mekonchou, épouse Wafo et tout. Il a quel parcours? Il est dans un nom public, non? Vous connaissez un nom public dont on ne connaît pas le parcours? Un nom public, on ne connaît pas son parcours. C'est quoi son parcours? Un nom public, on ne l'a jamais entendu parler. C'est la sorcellerie que vous voulez au Cameroun ou quoi? Si Frambia avait le baccalauréat, on ne saurait pas ça. Hein? S'il avait la licence, s'il avait le doctorat, son doctorat est où? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un jeune, je suis même son aîné apparemment, mais avec tous les moyens qu'il a eu, il aurait pu faire toutes les écoles du monde. On ne connaît pas ses diplômes. Mais sortez-nous ces diplômes, on interroge même ses enseignants, ses universités, où il était, pour qu'on nous dise que oui, vraiment, c'était un excellent, c'est un bon. On veut ça. Au jour d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'un analphabète soit président d'une république. Un analphabète ne peut pas être président d'une république. Pourquoi voulez-vous nous ramener aux années 1960, quand Amadou Ahidjo montait au pouvoir? Pourquoi quand tu étais au Cameroun, tu ne disais pas ce que tu dis maintenant? C'est la preuve que vous là, moi quand vous êtes un sorcier. Vous êtes un sorcier. Et vous allez mourir mal dans la misère totale.
Pourquoi quand tu étais au Cameroun, c'est-à-dire que toi-même par ça, tu avoues que le Cameroun, c'est un pays violent, que c'est un pays de sorcellerie, que c'est un pays antidémocratique, que c'est un pays où il n'y a pas de liberté d'expression. Parce que ce que je dis, je peux le dire de la France étant en France. Rien ne m'arrivera. Donc, toi, déjà, tu vas être bloqué. Ma community manager n'est pas en ligne pour ça, mais dès que je finis le truc, je te bloque, tu sors d'ici là. Espèce de satanique. Bon, les chers amis, ça c'est le petit direct que je voulais vous faire. Et je vous dis à bientôt. Je vous dis qu'il y a un sujet sur la Fédération camerounaise de football. Il faudra en parler. Et je reviendrai sur un aspect du conflit russo-ukrainien et de l'épisode Prigogine-Poutine et la place de l'Afrique dans tout ça. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Mais je déteste les nègres. Les nègres là qui passent leur temps à considérer qu'on peut continuer comme on le fait depuis 40 ans. Ouais. Allez, ciao.